Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Portrait chinois. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène de société, un phénomène de mode, puisqu'on va parler des escape games et puis même d'escape games un petit peu particuliers, puisqu'ils associent la réalité virtuelle. Alors justement, la réalité virtuelle, ça c'est votre domaine, Benoît Boutinon, vous êtes directeur de Virtual Room. Tout à fait. Donc des escape games avec en plus de la réalité virtuelle et puis d'autres choses, vous allez nous en parler. Bien sûr. Et puis Eddy Nedjari, vous êtes journaliste et chroniqueur à Beurre FM. Exactement. Et vous êtes un peu au fil du temps spécialisé dans les escape games. Malheureusement ou heureusement, Oui. j'ai dû le devenir. D'accord. Et du coup, vous arpentez un peu tous les escape games de France et de Navarre J'essaye. pour en parler aux auditeurs de la radio. Alors, déjà, on va peut-être parlez-nous un peu de Virtual Room parce que c'est pas un nouveau venu parce que ça fait déjà un petit peu de temps, mais c'est l'un des derniers venus sur le marché, mais avec le mélange entre le loisir indoor et la réalité virtuelle. Alors en deux mots, décrivez-nous Tout à fait. Virtual Room. Alors nous, Virtual Room a 2 ans d'existence. On vient du monde de l'escape game, donc on connaît très bien ce phénomène et ce loisir qui a eu le vent en poupe pendant plusieurs années déjà et qui arrive dans les grand public. Enfin, tout le monde connaît à peu près l'escape game, ce que c'est ou n'a pas encore testé ce que c'est comme concept. Oui, alors pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas les escape games, en fait, on est dans une pièce, l'escape game de base, et puis il y a des énigmes à résoudre, plus ou moins. Donc c'est un jeu d'observation, de Oui, tout à fait. réflexion. C'est un jeu d'équipe. On doit s'échapper d'une pièce. On C'est doit surtout un escape jeu game. d'équipe, exactement. C'est un jeu d'équipe. Il faut résoudre une enquête, une énigme, sortir d'une pièce en un temps donné, qui est souvent de 60 minutes. Les équipes sont constituées souvent de 2 à 5 personnes, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépend. Et du coup, ces salles sont thématisées à chaque fois dans un thème ou dans un univers qui est créé par les fondateurs de salles d'escape game. Donc nous, on vient de ce monde-là avec Escape Hunt, qui est une des franchises majeures aujourd'hui en France, avec 13 villes où sont présentes nos lieux. Et dans chaque ville de France, vous avez des salles différentes d'escape game où on accueille tous les participants à partir de 10 ans à peu près. Il n'y a pas d'âge en fait pour l'escape game. Selon les thèmes. Oui, ça dépend un petit peu. Qui font peur, qui sont réservés aux Ça grands, peut et à ce moment-là, c'est précisé. Oui, si, ça dépend des thématiques. Parce que quand on va dans une salle d'escape game, et dit par exemple, On peut une tout fois trouver. une fois qu'on a tout trouvé, on peut y retourner parce qu'il y a d'autres thématiques, il y a d'autres scénarios. Exactement, on peut trouver des salles, je vais dire des exemples tout simples, sur des pirates, quand on peut être enfermé dans un hôpital psychiatrique. C'est vraiment ouvert. Ce qui vous est arrivé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, Vous avez eu droit à la malheureusement. camisole. Je suis encore marqué. D'accord. Bon. Il parle pas beaucoup, il est un peu voilà. Ouais. Mais c'est effectivement, ça dépend des thèmes. C'est très très varié et aujourd'hui, les gens sont à la recherche justement de nouveautés puisqu'il y a beaucoup de salles maintenant en France. D'accord. Alors beaucoup de salles en France. Vous avez beaucoup de salles également. On va y venir tout à l'heure. Est-ce que l'un ou l'autre, vous savez combien de salles en tout en France aujourd'hui de salles d'escape game À peu près, oui. Aussi. Environ 1500 salles, Exactement. un peu plus de 1500. Il y a 1500 environ scénarios, voilà, c'est ça. 700 enseignes en France. Paris est la ville qui a le plus d'escape game en France. Après, il y a des villes comme Bordeaux, par exemple, ou Lyon, où il y a beaucoup d'enseignes. Mais c'est assez uniforme sur le territoire, il y en a partout. Je pense que les gens sont vraiment piqués par ce divertissement qui est addictif en fait. Dès qu'on a fait une salle et qu'on a envie d'y retourner, On veut toujours plus. Ouais, c'est assez flagrant. Le truc, c'est que tout le monde a envie de lancer sa salle aussi. Tout le monde a un imaginaire, tout le monde a une idée. De Oui, se alors, dire, justement, tout le monde peut lancer sa salle, mais quand on n'a pas forcément d'idées ou quand on n'a pas les compétences techniques, est-ce qu'il y a des escape games qui proposent de la franchise? Tout à fait. Ou des C'est licences? ce qu'on propose en fait. Ouais, Escape Hunt est une franchise, est devenue une franchise, on va dire. On a démarré par Paris, on a ouvert à Bruxelles, on a ouvert au Luxembourg également. Et on a rapidement franchisé le concept où en fait on fournit des scénarios clés en main et la manière de construire les salles. La technologie également. Voilà, c'est ça. Oui. C'est sourcer les bons produits, les choses qui vont faire qu'il va y avoir un petit effet waouh dans la salle. Plus qu'une franchise, vous faites office de consultant un petit peu C'est une marque en fait qu'on essaie, Ouais, c'est un réseau en fait qu'on essaie de développer au fur et à mesure, avec constamment soit ouvrir des nouvelles villes. Là, très récemment, on a ouvert à Lille. C'était une des grosses villes où on n'avait pas encore ouvert, et aussi proposer des nouveaux scénarios, des nouveautés. D'accord. Alors vous, Eddy, qui arpentez donc les salles d'escape game, est-ce qu'il y a
des types d'escape games différents. Est-ce qu'il y en a qui sont plus aboutis que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont dans des dimensions beaucoup plus technologiques que d'autres? Alors j'ai vraiment testé beaucoup de salles et aujourd'hui on peut voir il y a vraiment un champ qui est vraiment ouvert. Il y a des salles qui sont faites pour les plus petits où on aura juste des exercices de couleurs, etc. Et j'ai fait un escape game il n'y a pas très longtemps, notamment sur Prison Break. Et on peut voir que le niveau est assez élevé dans le sens où c'est vraiment beaucoup de recherche intellectuelle, mais aussi de fouille, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose de très très important. Et sans oublier la communication entre les équipes, qui est, je pense, l'axe le plus important à engager. Alors, vous l'avez dit, Benoît Doutinon, c'est les escape games, c'est quelque chose qu'on peut faire à plusieurs. Donc, j'imagine que vous allez faire ça en groupe également quand vous testez les escape games. Est-ce qu'on arrive… Comment on choisit déjà? D'abord, on teste d'abord avec avec les une meilleurs équipe. copains ou… Non, justement, c'est ça. Bon. L'erreur à ne pas faire, c'est ne pas jouer avec les sentiments. On va tout d'abord chercher les meilleurs fouilleurs, entre guillemets, ceux qui vont aller chercher la petite clé en dessous du lit. Et ceux qui sont là, en gros, les cerveaux, qui vont faire les calculs. Une fois, je suis tombé, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé dans une salle où il fallait savoir jouer au G5 et au poker. Comme par hasard, j'avais un joueur. Parfait. Bon, On parfait. a sorti la 15 flush royale et on est sorti. D'accord. Et est-ce qu'on peut ne pas réussir à aller au bout d'un escape game et se dire, bon, j'y retournerai, mais cette fois, je vais faire une équipe différente, je vais Bien faire sûr. venir un tel. Ça m'est arrivé, je suis tombé sur une salle qui avait 10% de réussite. Ah oui. Et était vraiment Gros super challenge. dur. Et je suis pas sorti. Et je compte y retourner avec des gens un peu plus forts, entre guillemets. D'accord, et c'était quel type d'énigme? Alors évidemment, bon, les téléspectateurs attendent sûrement qu'on donne beaucoup de détails sur les bien sûr. scénarios, ce qu'on ne pourra pas évidemment faire pour ne pas spoiler, comme on dit, comme disent les jeunes, pour ne pas dévoiler effectivement. Mais est-ce que, mais en gros, l'histoire où Je il y a vais vous donner le 10% de thème. réussite, en deux mots, c'est quoi le thème? Alors, vous êtes enfermé dans un abattoir qui est maintenant abandonné, puisque en fait, on a retrouvé des sacs en fait, de livraison avec du sang dans tout Paris. Et l'idée, c'est de rentrer à l'intérieur et de voir ce qui s'y passe, puisque tout le monde se pose des questions. Et c'est très intéressant, puisqu'en fait, là, on n'échappe pas à la salle, mais on échappe à quelqu'un. Et c'est là qu'il y a… Ah oui, d'accord. Donc, Et c'est là ouais. toute la singularité de la salle. Ok, alors là, c'est un scénario, bon, on parle beaucoup du bien-être animal, des abattoirs. Est-ce que ça ne surfe pas un peu là sur Justement, on va tuer le sur boucher. l'actualité? On va tuer le boucher pour éviter la maltraitance animale. Bon, c'est un escape game pour vegan, On peut dire ça comme ça. c'est ça? Bon. Faut pas être sensible, par contre. Et alors vous, ça arrive, enfin quels sont les taux de réussite de vos énigmes? Ça dépend en un petit peu, général, ça varie. selon les Après, on scénarios? essaye justement, quand on conçoit un escape game, de faire en sorte qu'il y ait quand même environ 50% de réussite, que ce soit faisable, atteignable pour le groupe, qu'il n'y ait pas trop de frustration, parce que c'est ça en fait, ça reste un loisir, mais pour une des seules fois où vous allez payer pour un loisir, vous allez peut-être perdre, échouer, ce qui va vous donner très, forcément très frustrant. un mauvais sentiment et peut-être sortir de là un peu énervé, etc. Donc on essaie de concevoir aussi l'aide qu'on apporte, puisqu'il y a des game masters derrière, en fait, les accompagnateurs, ceux qui donnent des indices aux joueurs, sont là pour donner des petits indices, des petits coups de pouce quand ils voient qu'un groupe n'y arrive pas. Le but, c'est de s'amuser, donc de ne pas rester bloqué à la première étape du jeu constamment. Ça permet de dérouler un peu plus vite. Donc le taux de réussite varie en fonction des scénarios qu'on conçoit. Il y a des scénarios qui sont beaucoup plus durs que d'autres et ça, on fait en sorte de bien le mettre en avant sur le site internet d'Escape Hunt. Je pense à Bordeaux où on a un thème qui est très très dur, où on varie autour de 15-20% de réussite. Mais est-ce que les gens préfèrent justement les escape games, les scénarios les plus difficiles? Mais justement, ça dépend Ou est-ce des joueurs. Il y a une initiation, on va s'initier avec Oui, des tout à fait. scénarios plus simples? On va recommander plutôt un scénario prise en main, on va dire, à des joueurs qui n'en ont jamais fait, puisque si c'est pour galérer pendant 1 heure, le but c'est de s'amuser. Ici, vous avez des scénarios qui sont plus durs, ça va être plus à destination des joueurs un peu plus aguerris, ceux qui ont déjà fait plusieurs escape games, qui ont envie de se challenger constamment avec des scénarios un peu plus durs. C'est ce genre de joueurs-là qu'on va viser. Alors, il y a des jeux, des gens qui sont accros aux jeux d'argent qui se font interdire de casino, par exemple. Alors, Ouais. on ne va pas dire qu'on va se faire interdire d'escape game, mais, Non. mais est-ce que vous avez des joueurs qui, quand ils perdent, quand ils n'arrivent pas à résoudre une énigme, est-ce que vous avez des joueurs qui deviennent complètement dingues et qui veulent recommencer tout de suite, repartir immédiatement? Alors, il y a des joueurs qui peuvent le prendre très très mal, puisqu'il y a le côté aussi un peu mauvais joueur ou quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le groupe, puisque c'est un jeu d'équipe, il y a de la communication, on peut s'énerver facilement si on joue. On parlait tout à l'heure avec ses meilleurs amis ou sa famille, il y a aussi ce petit ressenti-là quand on se connaît bien, de se dire « Ah oui, mais de toute façon, c'est toujours toi, tu fouilles mal. » Il peut y avoir des disputes entre joueurs. Après, le côté addictif, je pense qu'il est réellement
tellement présent parce qu'une fois qu'on a fait un scénario, on a envie d'en tester un autre. Par contre, des joueurs qui vont réenchaîner sur le même scénario, ça n'arrive très peu, puisque justement, comme je le disais, on fait en sorte que les gens progressent suffisamment dans le jeu pour en voir aller la moitié ou 2/3. Donc les gens se disent, bon, je vais peut-être pas repayer pour venir faire la même salle. Et à ce moment-là, on a des scénarios alternatifs qui permettent de faire revenir les gens, mais sur un jeu différent. Voilà. C'est plus ça en fait. Ils vont se dire tout de suite, on va rebooker un escape game, mais un autre pour aller se challenger sur un autre scénario. Bon, Eddy, vous, est-ce que vous considérez que vous qui faites souvent des escape games, est-ce que réussir un escape game, un scénario, pardon, dans un escape game, ça peut aider à en trouver un autre? Est-ce que on peut devenir pas un pro de l'escape game, mais est-ce que on acquiert des réflexes, plus on joue, plus on acquiert des réflexes qui permettent de résoudre plus facilement les énigmes? C'est totalement ça. Alors moi, je suis arrivé dans une salle, une des plus difficiles salles de Paris, c'était dans une power station abandonnée. Et c'était vraiment hyper compliqué. Et genre, alors une power station, expliquez-nous. C'est une salle avec les tableaux électriques, etc. Oui, dans une base militaire abandonnée. Et c'était vraiment hyper dur. Genre des formules chimiques à sortir, etc. Bref, ce qui m'a dégoûté au départ. Mais ça m'a dégoûté dans le sens où je me suis dit, je peux faire mieux. Donc ça m'a poussé à aller avec une autre équipe, pour le coup. Et j'ai changé radicalement l'équipe. Au final, la réussite ou l'échec pousse quand même à revenir, en fait. à se rechallenger sur un autre scénario. Oui, c'est ça. On peut devenir un peu accro. Est-ce que ça peut devenir une passion? Il y a des gens qui sont très habitués de nos salles ou de notre enseigne, qui ont fait plusieurs escape games, escape hunt en France, et donc qui nous disent, ah oui, j'ai testé à Marseille, j'ai testé à Nancy, j'ai testé à Nantes par exemple. C'est une bonne ville aussi pour faire des escapes. Nantes qui était la plus grande salle d'escape game de France en 2016. C'est ça, on a ouvert en 2016 la plus grande escape room de France. Alors je me pose une… Allez-y. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment des gens qui sont entre guillemets professionnels dans le sens où ils savent où fouiller. Ils savent en fait comment les développeurs créent une salle d'escape game et arrivent à détourner les codes. Cela, il faut que vous les embauchiez pour écrire des scénarios, je pense. Vous échangerez les adresses de ces personnes après. Ouais. Bon. Et du coup… est-ce que des gens est-ce que vous avez constaté dans vos salles que des gens qui avaient réussi à résoudre une énigme revenaient avec d'autres personnes pour les voir un petit peu s'arracher les cheveux, c'est arrivé, jouer avec eux le jeu alors qu'ils l'avaient déjà réussi sans les aider? Oui, tout à fait, c'est arrivé. Ouais. On a déjà eu des joueurs qui ont beaucoup aimé nos salles. Un peu sadique là-dedans. Par exemple, on a un thème sur le métro à Paris, donc métro parisien dans les années 1900. Donc un peu à l'ancienne, etc. Et puis il y a des joueurs qui ont adoré cette salle et qui sont revenus avec des gens de leur famille ou des gens de leur travail, etc. pour tester ça. Parce que ça se fait beaucoup en entreprise également, donc on a beaucoup de groupes, de team building. Il y a des séminaires, des incentives. Ouais, exactement. Et donc généralement quand ils viennent en séminaire, après ils reviennent en famille. Ça permet de renforcer la cohésion entre collègues de travail, oui, tout à fait, etc. On est vraiment sur un loisir qui est hyper ludique, mais qui permet aussi aux gens de communiquer entre eux. Ils sont obligés de s'entraider et de se parler. Donc du coup, on profite de ça, de gamifier un petit peu le team building, enfin le moment de cohésion d'équipe pour que ça soit un moment agréable pour tout le monde et que ce ne soit pas juste un jeu de formation, etc., un peu rébarbatif. Là, les gens s'amusent pendant 1 heure et ne voient pas le temps passer, donc c'est parfait. Alors, vous parliez d'un de vos scénarios dans le métro parisien. Ouais. Ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être quelque chose de très sympa pour des touristes. Ouais. Est-ce que vos escape games existent en plusieurs langues? Tout à fait. Donc, tous nos scénarios sont à la fois en français et en anglais. Donc, ce qui permet aux gens de venir avec des gens qui ne parlent pas forcément la langue, etc. Et après, on peut aussi avoir des indices écrits qui sont dans différentes langues, si besoin est. Voilà. D'accord, oui, donc vous pouvez vous adapter. On peut adapter. Ça, c'est pour l'escape game classique. Mais de manière générale, quand on conçoit les jeux, on essaie qu'il n'y ait pas trop de texte. Oui, c'est ça, oui. On limite le texte au maximum pour que justement, il y ait un maximum de gens qui puissent venir jouer, peu importe la langue. Voilà. Très bien, donc c'est très, très visuel principalement. Et alors, justement, au niveau du visuel, Eddy, vous avez déjà vu des escape games avec des décors de cinéma vraiment Des décors de cinéma, je n'irai peut-être pas jusqu'à là, mais c'était des très très bons décors. Notamment, j'avais fait un braquage de casino. Pour vous expliquer un peu, en gros, il fallait mettre des cartes sur une table. Et si vous mettiez la bonne suite sur la table, une porte s'ouvrait. D'accord, oui. C'est plein de mécanismes qui vous mettent vraiment en immersion dans l'histoire. Et notamment, il y a un nouveau entre guillemets délire en ce moment, c'est le live escape game. C'est en fait, on intègre des acteurs directement aux scènes.
ce qui rend le truc encore plus animé. Maintenant, on compte même plus sur le mécanisme, mais sur D'accord, les alors acteurs expliquez qui un sont petit avec peu, nous. parce que, Alors, on comprenne bien- pour bien l'histoire de le l'abattoir, système. encore une fois, je vais revenir dessus. Oui. Comme j'ai dit, on n'échappe pas à une salle, mais à une personne. En fait, c'est un acteur qui, tout au long de la partie, vous empêche d'avancer. Et en fait, ça rajoute une difficulté au truc. Déjà que c'est très dur de trouver les énigmes, etc. On a quelqu'un qui essaye de vous faire peur pour pas que vous avanciez. D'accord, donc là, il y a en plus une dimension un petit peu Réel un petit peu, angoissante, entre guillemets. un petit peu Ouais, le horreur. Game Master est à côté des joueurs et participe à l'aventure. Le Game Master a vraiment un rôle très important dans le jeu. Alors, expliquez, Benoît, pour les téléspectateurs, ce qu'est un Game Master. Alors, un Game dans Master, cet c'est escape la game. personne qui garantit en fait le bon déroulement du jeu et que dans cette salle d'escape game, vous trouviez des bons indices, vous soyez aidé si vous ralentissez un petit peu dans le timing qui est fixé sur le scénario du jeu et qui va débriefer avec vous à la fin si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi telle ou telle chose. Donc généralement, le Game Master est un peu on va dire le souffre-douleur pour ceux qui n'ont pas réussi leur salle, mais ça peut être aussi un très bon moment de débriefer sur les moments où les gens ont trouvé la bonne solution sans avoir besoin d'indices. Il y a eu un moment aussi très très marrant, le Game Master est là pour le soulever et pour passer un bon moment avec le groupe. Et c'est bien d'avoir une relation avec certains Game Masters, puisque moi, en tout cas, sur certaines salles, je connais bien des Game Masters. Et justement, comme il nous connaît, eh ben, il va encore ne pas nous aider, ou plus nous aider, Oui, justement. parce qu'il vous voit arriver, pour- il sait que vous voilà, êtes il là. sait que c'est nous, ou il va plus nous faire peur quand on est dans des escape games d'horreur, et ça crée quelque chose en plus. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on conçoit un scénario? Déjà, ça prend combien de temps? Parce que j'imagine que c'est un vrai travail. Tout à fait. Puis il faut le tester grandeur nature aussi pour qu'on puisse le résoudre, mais que ça soit quand même avec un minimum de difficulté. Comment on construit? Alors, qui intervient? Combien de temps ça prend? Alors, sans dévoiler non plus vos Non, secrets, bien sûr, il n'y a pas de problème. industriels, entre Il guillemets. n'y a pas de secret. Nous, on est totalement transparent. Via Escape Hunt, on crée nos scénarios directement chez nous. Donc, c'est nous qui développons les idées. On a une personne qui est à plein temps là-dessus, qui pense au scénario, qui pense aux énigmes. Donc, on appelle ça, entre guillemets, un game designer. C'est quelqu'un qui va penser à différentes étapes du jeu pour qu'il soit bien équilibré en termes de difficulté, en termes de durée. Et après, derrière, on va passer de la phase conception sur papier à vraiment le physique. Donc on va commencer à sourcer soit des décors, soit des mécanismes qui vont faire en sorte que les gens n'ont jamais vu ce genre de choses dans des salles. Et pour le coup, on a des fournisseurs un peu, on va dire, privés, enfin pour nous, ou qui nous garantissent justement des nouveautés, ce genre de choses. La plupart des gens, aujourd'hui, quand ils veulent créer un scénario, soit passent par une franchise, comme nous, soit vont sourcer eux-mêmes les produits sur Internet avec les aléas que ça peut contenir. Alors, vous parlez de nouveautés, justement, vous avez une nouveauté chez Virtual Room, c'est Time Travel chapitre 2. Oui. Alors, en deux mots, en quoi ça consiste? Parce que là, vous avez inclus donc, comme on le disait en Tout à fait. introduction, la réalité virtuelle dans l'escape game. Donc là, on ne se déplace plus au travers d'une pièce. C'est fini. On a un casque de réalité virtuelle et donc un masque de réalité virtuelle Oui, un casque, et un un masque. casque oui. Et donc on se déplace dans un décor infini, donc là ça ouvre un peu tous les possibles. Tout à fait. Alors, en fait, nous, pour la petite histoire, on vient du coup du monde de l'escape game, comme je l'ai dit plus tôt, et on a voulu justement améliorer petit à petit l'immersion que peut procurer une salle d'escape game. À un moment donné, les décors physiques ne peuvent pas tout faire, donc on a décidé d'intégrer des technologies en se tournant soit vers la réalité virtuelle, soit vers la réalité augmentée. Et on a trouvé que le potentiel était fabuleux et on a décidé de lancer carrément un concept dédié uniquement à la réalité virtuelle sous forme d'aventure type escape game. Donc ça s'appelle Virtual Room et effectivement les gens sont en équipe pareil de 2 à 4 personnes. Chacun est réparti dans un box de réalité virtuelle avec un casque et dès que vous avez le casque sur les yeux, vous vous voyez, vous vous entendez, vous êtes ensemble dans le jeu. Et la magie de la réalité virtuelle est qu'on peut vous mettre un peu partout. On vous met des décors par exemple dans l'Égypte ancienne, sur la Lune, au Moyen-Âge, au Far West. Donc c'est un peu nous qui décidons où on va vous transporter dans ces univers et on conçoit également les scénarios. Donc on a une équipe d'à peu près 15 personnes qui travaillent sur l'environnement virtuel et on a déjà 2 missions de développer, une 3e qui va arriver normalement avant l'été. Ok, alors on a justement un petit trailer vidéo Super. de votre dernière création. Donc on va regarder ça ensemble et puis on revient pour en parler. Super.
donc on l'a vu, un scénario avec des décors. Alors là, justement, là, on se croirait presque dans un jeu vidéo, en fait. C'est un peu un mix entre un jeu vidéo, une aventure virtuelle, un escape game. Voilà, c'est un nouveau loisir qu'on a essayé de lancer depuis à peu près 2 ans en France. On est déjà une quinzaine de villes en France qui ont adopté ce loisir. Donc, petit à petit, la réalité virtuelle va arriver un petit peu sur le marché. Aujourd'hui, les gens connaissent très très peu la réalité virtuelle. Déjà, l'escape game a encore besoin de se faire connaître, mais la réalité virtuelle encore plus. Donc aujourd'hui, très peu de gens ont mis un casque de réalité virtuelle et nous, on a fait en sorte que il n'y ait aucune nausée quand vous mettez le casque de réalité virtuelle, chose qui arrive quand vous avez un contenu qui est mal designé. Le contenu est de bonne qualité, le casque aussi également est l'un des meilleurs sur le marché actuellement. Vous avez un ordinateur qui est très puissant qui permet de booster le contenu sur lequel nous, on a la main, donc on peut vraiment pousser les graphismes au maximum. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir avec leur propre casque parce qu'ils y sont habitués C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas recommandé, quoi. Après, il y a très peu de gens, je pense, qui ont le même matos que nous. Et il vaut mieux qu'on utilise le nôtre parce qu'on le connaît. Et puis, c'est vraiment de très bonne qualité. D'accord. Alors, vous disiez très modestement que vous avez une quinzaine de centres en France, mais vous avez des centres dans le monde aussi. Ouais. Genève, Sydney, Singapour, Los Angeles, Sao Paulo et bientôt New York, Barcelone, Berlin. Oui, c'est en développement. Enfin, on a ouvert très rapidement. La magie de la réalité virtuelle, c'est que c'est immatériel. Donc, on a pu très facilement exporter notre contenu à l'étranger et de faire en sorte d'ouvrir des lieux rapidement. On a trouvé des partenaires ou alors on a vendu des licences. Les gens sont très, très intéressés en ce moment. On reçoit beaucoup de demandes de licences et de franchises pour l'étranger, notamment au niveau des USA, en Asie également. Très récemment, on était au Japon pour étudier justement la faisabilité de s'exporter là-bas. On a ouvert à Singapour avec des partenaires locaux là-bas. Alors Singapour, c'est pas très très loin de la Chine et non plus et également de la culture chinoise. Tout à fait. Les escape games, c'est un phénomène qui est plus tout à fait naissant en Chine puisque ça commence à se développer pas mal. Vous envisagez peut-être de vous implanter en Chine Tout à fait. bientôt, parce que là le marché est énorme. Exactement. On essaye de trouver un partenaire, un partenaire local, quelqu'un qui connaît bien le marché, qui va nous ouvrir des portes, entre guillemets. C'est pas un marché non plus où tout le monde nous attend, etc. Je pense qu'il y a déjà à travers des Mandarin TV, vous aurez peut-être des contacts Exactement. dans ce sens-là, justement. Voilà. Mais on parlait donc vous disiez que les gens chez Virtual Room étaient dans des box avec un casque de réalité virtuelle. Mais est-ce que du coup, comme vous avez des salles dans le monde entier, est-ce qu'on peut imaginer jouer avec son copain, avec un copain qui est à Genève, monter une équipe avec son copain qui est à Genève, son cousin à Los Angeles et son beau-frère à Sao Paulo? On l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà testé et ça marche. Après, il y a une question de connexion. Alors, c'était ma deuxième question. Ouais. J'imagine que c'est quand même un gros barnum. Il faut avoir, Tout à fait. Il faut avoir un peu mieux qu'une petite connexion Internet. Hein. Oui. Alors, parce que c'est de l'image, c'est du son. Oui, il y a tout. Il y a aussi le tracking de mouvement aussi pour mettre la personne dans le jeu. Donc il y a des caméras en fait dans chaque zone. Chaque zone est équipée de 2 lighthouses qui en fait retranscrivent les mouvements de la personne qui se déplace dans son Donc carré. Les lighthouses, c'est quoi? C'est des capteurs. C'est des capteurs en fait qui retranscrivent très bien, fidèlement en fait les déplacements de la personne dans son espace. Voilà, qui permettent de, si la personne se penche, si la personne lance un objet ou passe quelque chose à son partenaire, c'est retranscrit dans le jeu. Donc il y a quand même un peu de matos et les parties comme ça à l'international, on l'a testé plus pour nous, pour tester, etc. Et puis après, il y a aussi une problématique il faut quand même réussir tous à se retrouver au bon moment, mettre le casque tous ensemble, entre la personne qui est coincée dans les embouteillages à Sao Paulo ou j'en sais rien. Enfin, oui, c'est ça. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est faisable. C'est faisable, tout à fait. Et dans un futur semi-proche, on peut imaginer des gens qui seront équipés de casques chez eux et qui pourront se retrouver peut-être sur Internet très bientôt. Donc on paiera en ligne par exemple. On se donnera rendez-vous avec des amis, Exactement. on paiera en ligne et on passera via votre plateforme. Peut-être via notre plateforme ou notre contenu, mais pour l'instant, notre contenu n'est pas sur Internet. Il se joue uniquement en salle et c'est les salles du réseau Virtual Room. D'accord, parce que là, effectivement, du coup, si on en arrive à ça, on se rapproche de plus en plus du jeu vidéo en réseau. Hein, bien sûr. Et nous, on préfère pour l'instant attirer les gens à sortir de chez eux, avoir un moment où ils partagent une expérience, un moment social. C'est comme ça, je pense, que la réalité virtuelle se démocratisera le plus. Parce qu'il faut essayer de couper un petit peu à cette image de gamer. Quand on voit quelqu'un avec des manettes et un casque, on se dit tout de suite « Ah non, mais moi je ne suis pas jeu vidéo, je ne vais pas réussir, ça ne me parle pas, etc. » Alors qu'en fait, les personnes qui apprécient le plus nos jeux de réalité virtuelle sont les gens qui n'ont jamais fait de
ce genre de jeu et qui sont en découverte totale. Donc on veut casser un petit peu ça et on veut amener les gens à sortir, à faire une sortie un soir avec un restaurant avant, un restaurant après par exemple. Voilà, que ce soit convivial. D'accord. Edine et Jarry, alors vous qui testez pas mal d'escape games, l'escape game, c'est quand même un peu. Il y a des jeux vidéo sur lesquels Exactement. on joue sur des consoles ou sur des PC à des jeux vidéo où il faut sortir d'une situation, s'échapper d'un endroit, résoudre des énigmes. Est-ce qu'un escape game, c'est pas un petit peu une adaptation de jeu vidéo en grandeur nature? Et je dirais que ce serait un mélange entre le jeu vidéo et le cinéma. Parce qu'on est vraiment je dirais qu'on sera figé dans des scènes de cinéma et qu'on devrait trouver le dénouement. Voilà, c'est ça, trouver le dénouement. Faut savoir déjà que l'escape game, il a été créé à la base par un concepteur japonais qui faisait des jeux vidéo justement d'évasion. Donc dans les années 2005, on se situe à peu près là. Et ils ont décidé de créer ça en grandeur nature à partir de 2008. Et c'est devenu le phénomène qu'on connaît mondial dans les années 2010. Et la première salle en France, je crois que c'est 2013. C'est ça, ouais. D'accord, oui, donc c'est pas si ancien que ça, Non. mais il y en a quand même énormément. En 2016, ça veut dire que ça se développe beaucoup. Hein. Exactement, en 2016, il faut savoir qu'une salle d'escape game s'ouvrait tous les 3 jours en France. D'accord. Alors, je parlais des addictions au jeu tout à l'heure pour faire un parallèle un peu en mode grand écart, mais il y a beaucoup de jeunes, hein, on en entend beaucoup parler dans des reportages ou autres à la télé, ou on lit ça dans les magazines. Il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement accros au jeu, à leur console. Est-ce que l'escape game, et puis bon, ils finissent enfermés dans leur chambre 24 heures sur 24, est-ce que l'escape game, c'est pas peut-être un moyen de les sortir de chez eux pour essayer de leur rendre une vie sociale? Et est-ce que vous avez déjà eu des parents, peut-être, vous C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le loisir fait en sorte qu'on est obligé de sortir de chez soi pour retrouver ses amis, pour retrouver sa famille, pour faire cette expérience. Et c'est ce qu'on constate avec des parents qui viennent avec leurs enfants où avant de démarrer le jeu, ils sont sur leur téléphone, sur leur tablette, etc. Ils n'écoutent pas grand-chose. Mais une fois qu'ils sont dans le jeu, ils sont vraiment pris par le scénario et le jeu et ils sont en train vraiment de passer un bon moment entre eux à résoudre donc cette énigme. Et il y a des parents qui nous disent c'est une des rares fois cette année où on a passé vraiment 1 heure avec notre enfant à faire quelque chose de ludique et c'était très intéressant. Donc chacun fait un pas vers l'autre. C'est ça. L'enfant ou l'accro au jeu sort de sa chambre et les parents voilà, viennent un peu vers le jeu. Essaye de se mettre aussi au jeu. Pour ceux qui ne sont pas très joueurs, ils essayent d'y retourner un petit peu, chose qu'on perd malheureusement quand on grandit, donc c'est très bien. Bon, peut-être des partenariats à créer avec les centres d'addictologie, possiblement, jeux vidéo. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça peut être aussi physique un escape game, parce que quand il vous reste 5 minutes et que vous devez traverser 3 pièces avant de sortir, ça peut être physique, on peut courir, il peut arriver que vous soyez dans des situations où vous devez faire des exercices physiques. Ouais, okay, alors ça s'agite un peu, quoi. C'est ça. D'accord, mais sans spoiler un scénario, alors expliquez-nous, parce que vous parlez de plusieurs pièces, ça veut dire qu'on est quand même dans un endroit qui, a priori, est donc grand, et qu'on peut avoir, alors vous, nous, on ne se déplace pas, on se déplace via le casque. Dans la réalité virtuelle. Dans la réalité virtuelle, ouais. Puisque vous n'avez pas que des salles de réalité virtuelle. Ouais. Mais alors, donc on se déplace de salle en salle. Comment ça se passe? C'est le Game Master qui vous fait passer d'une salle à l'autre? Non, alors moi en tout cas, il est très rare que j'ai fait des salles avec une seule pièce. Enfin, jamais en tout cas. C'est très rare. Et il faut savoir, en fait, on se déplace de salle en salle pour atterrir sur la salle finale et ensuite sortir. Le Game Master, il ne nous aide pas à passer les portes. C'est nous-mêmes, entre guillemets, qui devons nous ouvrir nos propres portes. Il nous aide quand on est bloqué ou quand il nous reste 5 minutes. En fait, c'est souvent en fonction des thèmes. Par exemple, dans les salles d'horreur, souvent vous avez un petit diabolique pour savoir que vous avez reçu un message. L'écran n'est pas dans toutes les salles. Donc en fait, vous évoluez dans plusieurs salles et vous devez revenir dans la salle initiale pour voir le message de votre Game Master et vous déplacer afin d'ouvrir de D'accord, nouvelles on peut même donc avoir à revenir en arrière. C'est ça. Et en fait, il peut se trouver que d'autres indices que vous n'avez pas vus se retrouvent dans la première salle et vous vous trouvez à faire des allers-retours entre la première et la dernière. Est-ce que vous trouvez qu'en général, les scénarios sont plutôt bien faits, c'est-à-dire qu'on a juste le temps qu'il faut pour le faire, pour résoudre l'énigme, mais sans que ce soit trop facile et que ce soit quand même speed à la fin, parce que j'imagine qu'il y a un peu d'adrénaline, quoi. En tout cas, moi, quand je fais mes escape games avec mon équipe, on ne termine jamais avant, on termine tout le temps 55, 57, 58, mais il y a des équipes, donc entre guillemets professionnelles, qui terminent leur salle en 30 minutes et c'est plié. Ouais. Ah oui, carrément, à ce point-là. Oui, ça arrive
Rarement, mais ça arrive. Ça arrive. Là, on n'est pas remboursé, hein, j'imagine. Non, généralement, ils sont assez fiers d'ailleurs d'avoir tapé le record et d'être sortis rapidement. C'est leur objectif. Il y a des joueurs vraiment accros à résoudre plein d'énigmes rapidement. Vous avez un Wall of Fame. Exactement. Ouais, tout à avec fait. avec Bien sûr. avec les temps réalisés. Bien sûr, avec le nom de l'équipe, le temps réalisé. Il y a des lots aussi qui peuvent être offerts pour les meilleures équipes. Et justement aussi, des fois, enfin, sur différentes salles, on met 2 équipes dans 2 salles exactement similaires en même temps et c'est la première salle qui termine qui aurait gagné. D'accord, oui. Donc, On peut arriver à faire des matchs comme ça. On peut faire des matchs en équipe. À quand d'ailleurs, bon, on ne va pas encore parler des Jeux Olympiques, mais à quand bien d'ailleurs des compétitions d'escape game? Peut-être que même ça existe déjà. Ça existe. Oui, ça existe. Ouais. Ça existe. Il y a des sponsors voilà, qui sont plus ou moins proches du côté challenge, sportif, ce genre de choses, qui ont commencé à sponsoriser des compétitions d'escape game. Alors, la seule difficulté, c'est qu'il faut que personne n'ait fait la salle en question pour que vraiment le temps soit. Et du coup, généralement, ça demande des coûts supplémentaires parce qu'il faut créer une salle. Neufs, ouais. Il faut créer une salle juste pour cette compétition-là, plusieurs salles, plusieurs scénarios. Donc, ça demande un petit peu d'organisation. Mais ça commence à arriver. D'accord. Alors à l'inverse, vous parliez du Wall of Fame avec les meilleurs, comment on appelle ça, les escape gamers. Ouais, les escape gamers. Donc avec les meilleurs joueurs qui ont leur temps affiché. Ouais. Et du coup, quand un joueur est détrôné par une autre équipe, est-ce qu'il va revenir faire un scénario qu'il a déjà fait pour essayer de battre ce temps? Parce que, Non. je veux dire, faire 2 fois La personne, même à part si elle a un ego c'est un peu de la triche, on va dire. Hein, c'est à part ça. si elle a un ego surdimensionné et qu'elle veut être en haut de l'affiche, etc., elle ne va pas repayer une partie d'escape game qui coûte quand même entre 20 et 25 euros par personne. Donc ça reste un budget pour certains. Il ne va pas repayer pour revenir Et faire ça, la on ne paye même pas salle. pour le groupe, on paye par personne. Alors ça ça dépend. dépend. La majorité des salles préfèrent faire du dégressif et donc du coup, quand on est 2 dans une salle, ça va être un petit peu plus cher puisqu'on occupe une salle à 2, donc ça va être le coût par personne un peu plus élevé. Ok. Après, il peut y avoir un coût global de la salle et peu importe le nombre de gens dedans. Ok, donc bon, des gens qui refont 2 fois le même scénario, à moins de ne pas l'avoir réussi, c'est quelque chose C'est de très rare. rare. Ouais. J'ai une anecdote sur ça. Je parlais avec un game master un jour et il me disait qu'il y avait un monsieur qui venait avec une fille. Ouais. Et en fait, il avait fait la salle. Et pour l'impressionner, il ramenait une deuxième fille. Et il faisait exactement la même salle. Et le mec faisait croire que c'était Einstein. D'accord, ouais. C'est rendez-vous amoureux, C'est il ça, est en fait. passé, d'accord. C'est ça, bon. Ok, donc vous allez peut-être le voir débarquer chez vous. Et donc Oui, le game ouais, master il va l'avait arriver. le game master l'avait arrivé 2-3 fois sur la même salle avec trois femmes différentes. Et Donc c'est il a halluciné. un joueur qui est sur tous les trombinoscopes C'est ça. des salles de jeux de réalité virtuelle. Alors, est-ce que le fait de faire des escape games comme ça en réalité virtuelle, est-ce que le jeu est vraiment fluide? Parce que j'imagine qu'il faut qu'il y ait un temps de réponse qui soit équivalent. Tout à fait. Puis si on est en équipe, comment ça se passe? Parce qu'on voit ses coéquipiers, c'est ça? Tout à fait. Alors ils sont modélisés, on l'a vu un peu dans le Sous trailer forme, tout à l'heure. d'avatar. Sous forme d'avatar, ça fait presque robotique un peu. Exactement. Ça fait très futuriste. Alors il faut savoir que nous, comme je le disais précédemment, on a un matériel qui est vraiment très très avancé, qui est à la pointe de la technologie. Et on fait en sorte que justement la réponse soit immédiate et il n'y a pas de temps de lag ou latency comme on dit dans l'univers du jeu, histoire que ce soit le plus fluide possible. Après, il est possible qu'à un moment donné, il y ait un tout petit glitch, mais à l'œil nu, c'est très peu perceptible. Le cerveau est vraiment trompé et on a vraiment l'impression d'y être. D'être immergé. complètement. Immergé à 100% et on ne pourra jamais avoir ce taux d'immersion dans des salles escape game classiques. Et donc c'est là où la réalité virtuelle prend le relais et vous permet de voyager et d'aller dans des La univers. sensation de hauteur est. Oui, vous vouliez réagir à ce que disait Benoît. Exactement, j'ai déjà fait de la réalité virtuelle. Il faut savoir que la sensation de hauteur, de vertige, etc., elle est exactement la même que dans la vie réelle. Sachant que j'ai le vertige, Ouais. dans une salle d'une salle de réalité virtuelle, pardon, la sensation de vertige, je l'ai ressentie. D'accord, oui, donc ça veut dire qu'on peut même créer des sensations qui n'existent pas, qu'on ne ressent pas dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Donc si j'ai pas le vertige, vous pouvez quand même me le donner, c'est ça? Non, j'ai envie de dire Compliqué. que ça sera pareil que dans la vraie vie. Si vous êtes très sujet au vertige, il y a des chances que dans le jeu, vous ayez le vertige aussi si on vous met à côté d'une falaise. Il y a des chances.
Après, je pense que nous, pour revenir sur Virtual Room, on essaie vraiment de faire des scénarios très très grand public. Donc on ne pousse pas pour les premiers jeux, on veut habituer les gens à ce que justement ils passent un bon moment, ils n'aient pas des sueurs froides quand ils sortent de chez nous. Il y a des petits moments d'adrénaline, il y a des petits moments de shoot, il y a des petits moments de réflexion, des moments de communication. Donc l'idée c'est vraiment de toucher le plus large possible. On ne va pas vous mettre en haut de la tour Eiffel direct. Voilà. Oui. Oui, ça pourrait donner le vertige à beaucoup de monde, effectivement. Alors, vous parlez en plus de réalité virtuelle sans nausée. Tout à La fait. cinétose, hein, c'est ça. La cinétose. J'ai même appris des termes scientifiques sur votre site internet. Alors, pourquoi est-ce que la réalité virtuelle parfois peut donner la nausée? Tout à fait. Alors la nausée, c'est le mal de cœur, quoi. Est-ce que c'est parce que ça bouge vite, ça bouge trop? C'est ça. C'est principalement une histoire de déplacement. En fait, quand vous avez le mal en voiture ou le mal de mer, c'est que votre cerveau n'interprète pas bien le mouvement qui est en train de se passer. C'est exactement la même chose avec les casques de réalité virtuelle. Si par exemple dans le jeu vous êtes en train de bouger alors que vous physiquement vous êtes immobile, il va y avoir une déconnexion entre votre cerveau et l'oreille interne et ça va donner un peu le mal de mer. Donc la nausée, la cinétose, c'est ce qu'on appelle. Aujourd'hui à Virtual Room, on a fait en sorte justement que tous les déplacements que vous faites dans le jeu sont synchronisés avec votre déplacement. Donc vous vous déplacez vraiment avec votre casque et du coup on a 0% de personnes qui sortent avec le mal de mer. Est-ce que vous avez des clients qui ont commencé par vos salles de réalité virtuelle classiques, Oui. Et qui sont d'escape game classiques, pardon, et qui sont passés Dans les deux sens. Dans les deux sens. Que ce soit Escape Hunt à Virtual Room ou Virtual Room à Escape Hunt, on a des gens qui ne connaissent pas les deux concepts, qui sont encore, comme on le disait tout à l'heure, peu connus, surtout la réalité virtuelle. Et donc du coup, on s'envoie régulièrement des gens en disant, voilà, testez une aventure en réalité virtuelle ou alors revenez à un escape game plus classique dans un décor, un vrai décor physique. Donc ça, régulièrement, oui. Est-ce qu'il y a des heures de pointe, là vous pouvez peut-être y répondre tous les deux. Oui. Est-ce qu'il y a des heures de pointe, c'est-à-dire que si on ne veut pas réserver 6 mois à l'avance, est-ce qu'il y a des moments, si on peut organiser un peu ses horaires, si on est souple au niveau de ses horaires? Nous, si on pouvait accueillir tous les gens du lundi au vendredi entre 10h du matin et 16h, ce serait parfait. Mais les gens veulent venir à la fin de leur journée de travail ou ils veulent venir le week-end, sur les jours fériés, les périodes scolaires. Donc évidemment, ces périodes-là sont à prendre en compte pour réserver bien en avance. Après, si vous avez le temps de venir entre midi et 2, si vous avez un escape game ou une salle de réalité virtuelle dans votre quartier de travail, ça peut être une bonne occasion de venir avec vos collègues et de tester ça entre midi et 2. J'imagine que les réservations se font en ligne. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez des gens qui se déplacent des fois, qui veulent venir voir Bien sûr. ce qu'ils vont réserver et du coup, qu'est-ce qu'il y a à voir? Parce que c'est vrai que vous n'allez pas non plus spoiler votre scénario et dévoiler votre scénario. Mais c'est très important en fait. Il y a des sceptiques comme ça que les sceptiques ou les gens qui ne sont pas encore persuadés qu'ils vont faire cette activité viennent sur place et se rendent compte par eux-mêmes de ce qu'on va leur proposer, puisque le site web ne peut pas tout montrer malheureusement. Donc ça nous arrive régulièrement, surtout pour des groupes d'entreprises où quelqu'un doit réserver pour son département ou pour sa boîte, il n'a pas envie d'envoyer les gens comme ça au casse-pipe. Il va peut-être même venir le tester carrément. Voilà, ça arrive. Et à ce moment-là, on essaie de donner un aperçu. Par exemple, dans le casque de réalité virtuelle, on essaie de leur faire tester 5 minutes, histoire qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Ou dans la salle d'escape game, c'est de leur montrer un aperçu de la salle, montrer quelques énigmes, juste pour leur faire découvrir. C'est arrivé que certaines personnes comme ça viennent d'entreprises pour tester et tout, ils disent « Ouh là là, non, ça pour tel collègue, ça ne va pas le faire », etc. Ça arrive que certaines personnes soient claustrophobes par exemple. Alors à ce moment-là, je ne recommande pas de faire un escape game forcément. Voilà. C'est sûr. Mais il faut savoir que pour les gens qui sont claustrophobes, ils peuvent sortir à tout moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bouton d'urgence, un game master qui surveille et à tout moment, si la personne se sent mal ou a envie de sortir s'aérer, c'est possible. Alors pour les claustrophobes, Eddie, je ne sais pas si vous les avez déjà testés, mais je crois qu'il y a des escape games mais qui se passent à l'air libre dans Paris. C'est vraiment grandeur nature, on en avait parlé précédemment. C'est à l'extérieur et c'est un jeu, on le mélange entre un jeu de piste et un escape game. Alors, escape game, on est censé s'échapper de quelque part. Donc, quand ça se passe en grandeur nature dans Paris, comment on fait? On s'échappe de quoi? Peut-être qu'on s'échappe de quelqu'un. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Encore une fois. On ne va pas spoiler encore une fois. Oui, donc, on est plus sur une chasse au trésor en fait. C'est plus on cherche un trésor. Par exemple, il y a des thèmes comme le braquage où on cherche des diamants avant de sortir. Et ben, on est un peu dans des choses similaires. Chasse au trésor plutôt. Ok, alors, donc c'est un peu pour tous les âges, vous l'avez dit tous les deux. Il y a même des escape games qui sont adaptés aux plus jeunes et d'autres aux plus âgés. Mais quelle est déjà la fourchette d'âge
Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des seniors qui testent les escape games? Et puis, est-ce qu'il y a des équipes aussi, et puis des scénarios qui correspondent et qui permettent d'y aller en famille, c'est-à-dire avec les enfants, les enfants, les grands-parents Alors, moi, je peux répondre parce qu'on a des joueurs qui viennent tous les jours et le week-end, on peut avoir des équipes qui sont multigénérationnelles. Donc, on a des petits-enfants, on a les parents, on a les grands-parents qui sont dans la même salle. Donc c'est vraiment bien de réunir tout ce monde. On dira qu'à partir de 8-9 ans, ça peut commencer à plaire aux enfants dans le côté réflexion, côté recherche, etc. Il y a des enfants qui sont très impatients et donc ils vont devoir être un petit peu canalisés par les parents qui seront derrière, qui vont jouer la personne. C'est vraiment une composante très importante quand on vit en famille, c'est que les parents accompagnent les enfants et les fassent jouer parce que les scénarios sont vraiment designés pour tout le monde. Donc il y a une difficulté qui est quand même importante. Donc c'est très 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 large en termes d'âge et en termes d'âge avancé, on va dire les seniors comme on les appelle. Je crois que le doyen ou la doyenne est à plus de 85 ans dans une de nos salles. Ok, parce que ça peut permettre effectivement de s'évader, mais sans avoir besoin d'être trop vaillant physiquement. Exactement. Donc, si on a plus de 80 ans et qu'on a un peu d'arthrose, Exactement. on peut effectivement… faut être un peu souple quand même. On peut même s'asseoir à un moment donné du jeu. Si la salle le permet, on peut faire en sorte que la personne réfléchisse avec les autres de manière assise. Donc il n'y a pas de conditions physiques particulières. Après, il faut pouvoir se déplacer, bien sûr, marcher dans la salle, etc. Mais c'est tout à fait abordable. Et aussi, un point très important, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaissances particulières normalement pour résoudre un escape game. On parlait tout à l'heure de connaissances en poker. C'est de la logique et du bon sens, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment de la logique. Et si vous n'avez pas la solution, généralement, vous pouvez soit la trouver autour de vous, soit le Game Master va vous orienter sur une piste. D'accord. Alors, il y a des gens qui sont, on le disait tout à l'heure, mauvais perdants. Alors, vous, en tant qu'utilisateur ou bien vous, en tant qu'organisateur, maître de cérémonie, est-ce que ça arrive qu'il y ait des clashs au sein d'une famille ou au sein d'un groupe avec des gens qui sont vraiment dans la performance, d'autres qui sont là pour s'amuser? On parlait tout à l'heure en fait de l'escape game pour les entreprises. En fait, ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde une partie de l'escape game de l'extérieur, quand on est à la vue Game Master, on a une caméra bien sûr pour suivre l'avancée du groupe. On voit vraiment les personnalités se révéler dans la pièce et vous allez avoir la personne qui est très leader, qui va orienter tout le groupe et dire on fait ci, on fait ça. La personne qui est plus en retrait mais qui va être plus dans l'analyse, qui va dire voilà, moi je me rappelle de ce truc-là, mais qui ne va pas forcément se mettre en avant dans le jeu. Et puis voilà, les personnes qui sont plus, on va dire, analytiques, plus dans la fouille, plus dans la manipulation. Il y a vraiment pour tous les goûts, on va dire. C'est ça en fait. On a besoin de tout pour réussir. D'accord, oui, donc il y a besoin éventuellement de tous les âges, de toutes les façons de réfléchir. C'est bien d'avoir des personnalités différentes. Très différentes, d'accord. Dans la manière de réfléchir, c'est bien d'être personnalités différentes, des gens d'âge différents. Ça, c'est quelque chose que vous dites aux gens quand ils vous appellent pour se renseigner Non, parce que je ne veux pas non plus qu'ils se disent « Ah, bah lui, je vais l'enlever, je vais prendre quelqu'un d'autre. » Mais ça révèle aussi des personnalités pour le coup. Oui, tout à fait. Ça en révèle aussi. Ok, on peut apprendre à connaître des gens qu'on pensait connaître. Exactement. Bon, ça fait peur quand même. Est-ce qu'on perd des amis? C'est une expérience sociale. Oui, c'est ça. Ça peut. On peut perdre des amis. Il y a des clashs qui arrivent, c'est souvent avec les familles et les groupes d'amis. C'est ça. Je ne recommande pas de faire un premier date avec un copain ou une copine dans un escape game parce que si ça tourne mal, forcément on accuse l'autre, etc. Enfin, c'est un peu… vous avez plus de divorces que de mariages. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux pas venir quand c'est un peu branlant, quoi. D'accord. C'est ça. Non, mais après ça se passe très bien la plupart du temps et puis on en rigole, ça reste un moment d'amusement, il n'y a pas de problème. J'imagine que pour des raisons de sécurité, donc ce qui se passe dans les rooms, donc dans les salles, c'est filmé. Alors bon, vous n'auriez pas le droit de les diffuser pour des problèmes de droit à l'image, mais j'imagine que vous auriez de quoi faire des super bêtises. Alors ce n'est pas enregistré, c'est-à-dire que c'est un flux vidéo. C'est une caméra de contrôle. On peut voir ce qui se passe dans la salle, mais les bandes ne sont pas enregistrées, ne sont pas conservées, ce qui permet justement le droit à l'anonymat justement et de pas d'avoir de fuite d'images. Mais effectivement, on aurait des sacrées surprises à vous montrer. Pour essayer de retranscrire un peu cet aspect-là, en fait, sur nos réseaux sociaux, donc Escape Hunt, on a des perles où on relève en fait les meilleures perles qu'on a entendues de la part de joueurs, des choses un peu saugrenues, des gens. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander quelques exemples. Ah bah il y a tout. C'est la personne qui dit tout haut. Je pense que le Game Master doit être bien en train de rigoler parce que là on est en train de faire fausse route. Et effectivement à ce moment-là, ils étaient mais totalement dans la panade. Donc ça, tout le monde se reconnaît en fait dans cette
cette réflexion-là à un moment donné du jeu, on est complètement en galère. C'est peut-être une manière d'appeler à l'aide aussi. Hein. Oui, C'est ouais, ça, ouais. oui, Généralement, j'imagine. c'est un bon appel à l'aide. Game Master aide-nous, c'est Ouais. ça. Et il y a des Game Masters qui demandent à ce qu'on dise quelque chose pour qu'on leur donne un indice. Ouais. D'accord. Oui, il y a une fille aussi qui nous avait interpellé pour nous dire bon allez, donne-nous un indice contre ma culotte. Enfin, ça commence à devenir un troc. Enfin, c'est Un n'importe petit quoi. peu coquin. Ouais, d'accord, ça devient un peu coquin, ouais, tout à fait. Très bien. Et est-ce que des gens, justement, alors à l'inverse, oublient qui sont pas surveillés, quoi, bon, parce que, mais que le Game Master suit le jeu, donc via des caméras et fassent des choses effectivement un petit peu saugrenues parce qu'ils ont oublié qu'on les voyait, quoi. Tout à fait. En fait, le naturel revient facilement. On oublie qu'on est enfermé, on oublie qu'on est surveillé, on est pris par le jeu et par le scénario. Donc on peut avoir des comportements. Totalement. Moi, j'arrive totalement très sérieux dans une salle, etc. Mais dès qu'on nous met dedans et qu'on ne pense plus qu'on est vraiment dans l'histoire et on doit sortir, on n'a pas d'autre choix. D'accord. Et alors vous, dans vos nombreuses expériences d'escape game, est-ce que ça vous est arrivé, vous aussi? Alors votre petit bêtisier à vous, ce serait quoi? Vous avez eu des anecdotes sympathiques? Oh, des embrouilles entre amis à l'intérieur où il fallait calmer le tout, Ah oui, à des ce gens qui point-là, étaient oui. à côté de la plaque. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les équipes, on a tout le temps un rigolo qui est là juste pour faire des vannes. D'accord. Et ouais. le problème, c'est que lui, il n'est pas dans le jeu. Et t'en as qui sont hyper concentrés, qui cherchent là. Et forcément, ils s'entendent pas du tout. D'accord, oui. Et donc là, du coup, Il faut faire attention à. là, c'est un peu l'homme d'expérience en termes d'escape game. C'est à qui- moi de qui a faire rendu les tout angles, redescendre ouais, c'est ça. parce que sinon. Est-ce que organisé. vous êtes devenu bon et performant en escape game depuis Performant, je sais pas, j'ai 2 défaites, ça va. J'ai fait 12 tests. 12 tests, 2 Et défaites, deux c'est pas mal, défaites. ouais. C'est un bon ratio. C'est un bon Ça, ratio. c'est un très bon ratio. Mais, Ouais, mais bon, il est un peu mais spécialiste. par on contre, l'a dit, effectivement. moi, je suis un très mauvais perdant et justement, j'aime pas qu'on rigole quand on cherche quelque chose. Genre, vraiment qu'on termine tout ça et ensuite on peut rigoler ensemble. Ah oui, d'accord, donc c'est vous qui C'est moi, semez le trouble. Honnêtement, je suis le relou de la team. Moi, faut que D'accord. je sorte, sinon. Très bien. Bon, effectivement, oui. Alors, vous, votre escape game, c'est quelque chose qui est inédit en France. Ça existe dans d'autres pays. Vous vous êtes inspiré d'un autre pays. Alors, C'est vous qui avez créé complètement de zéro le pour le l'escape game principe. en réalité virtuelle, Virtual Oui, je Room. parlais de- je Ouais, parlais pour de Virtual Room, Virtual Room, pour ouais. Virtual Room, on est parti de rien puisqu'il n'y avait pas d'exemple similaire à l'époque. Et comme je le disais, on voulait faire évoluer nos salles d'escape game classiques vers quelque chose d'un peu plus techno, etc. Et donc non, on a créé from scratch, comme on dit, cette aventure virtuelle. Donc on s'est vraiment lancé dans quelque chose de nouveau. Pendant 1 an, on a développé le premier scénario avant de lancer en février 2017 la première aventure à Paris, qui a commencé à très très bien marcher, à avoir des bons retours. Et du coup, on a déménagé rapidement dans une salle un peu plus grande et on a commencé à franchiser, vendre des licences de ce concept à l'étranger. Et depuis, on a été rejoint par d'autres concepts un peu similaires, des aventures en réalité virtuelle qui sont aussi proposées sur le marché français. Alors, sur la première année, vous avez fait plus de 40 000 joueurs. Tout à fait. Hein, c'est énorme. Hein. Ouais. Bon, vous avez beaucoup de salles aussi, mais est-ce qu'il y a des enseignes qui ont des records comme ça, comme le vôtre, par rapport à la difficulté des énigmes, par rapport à d'autres choses comme ça? Il y a des légendes un petit peu dans le monde de l'escape game? Après, dans l'escape game, je pense qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes records, c'est-à-dire les meilleurs joueurs, les moins bons, ceux qui se sont embrouillés, ceux qui ont très bien réussi, la personne la plus âgée, la plus jeune, ce genre de choses. Nous, si on doit vraiment se démarquer, c'est qu'une personne qui est venue en fauteuil roulant jouer dans nos salles, qui sont toutes PMR, donc qui permettent d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Et donc du coup, on a fait jouer une personne en fauteuil dans la réalité virtuelle, chose qui n'avait jamais été faite, enfin en tout cas, on ne pense pas. Oui, ça en effectivement, France. ça permet, même si on ne peut pas se déplacer, Tout à fait. de Tester et de tester de voyager. et de voyager. Donc ça, effectivement, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui est C'est faisable. quelque chose d'assez intéressant. Alors peut-être justement, vous travaillez avec des associations peut-être On est contacté. Ouais. On est contacté. Des Après, associations qui vous contactent pour faire des… ouais. pour tester, pour voir si ça peut convenir. Après, toutes les formes de handicap ne sont pas sur le même niveau, donc du coup, on ne peut pas dire C'est oui à tout compliqué. le monde. Mais on a régulièrement des contacts avec des gens qui veulent
malgré leur handicap, et c'est très important aujourd'hui de le dire, pouvoir s'amuser, pouvoir sortir dans la rue, prendre le métro, venir chez nous. Et nous, on est obligé d'avoir des normes PMR et on est très content de l'avoir. Alors on entend parfois dire que trop de divertissement peut nuire à l'éducation, mais est-ce que ça peut être aussi les escape games un moyen éducatif? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des scénarios éducatifs qui existent? Est-ce que parfois des écoles vous en demandent pour organiser une sortie, des choses comme ça? Et du coup, ce sera quel type de scénario? Alors, généralement, il y a toujours un but, il y a toujours un but d'apprentissage quand on parle d'escape game pour des écoles ou pour des formations, même pour côté professionnel. On est contacté régulièrement pour créer des scénarios ad hoc qui va permettre au fil du scénario, au fil du jeu, d'apprendre des choses quand même sur le thème souhaité. Donc il y a des écoles qui nous ont contactés pour quelques petites astuces, etc. parce qu'ils n'ont pas forcément des gros budgets. Donc ils ne vont pas nous demander des créations de scénarios de A à Z et des créations de salles. Ils vont juste nous demander quelques astuces, etc. Comment faire que le jeu soit bien équilibré, etc. Mais après, ça peut être aussi des entreprises qui sont assez connues, qui vont nous demander pour leurs collaborateurs de créer ou d'adapter l'un de nos scénarios aux couleurs de l'entreprise pour apprendre telle ou telle chose sur un produit, sur un lancement de produit par exemple. Et ça s'est déjà fait chez nous. Mais il y a, Oui, il y a beaucoup de salles où on peut apprendre notamment des notions historiques. Ouais. Quand on regarde des trucs sur la Renaissance, etc., on apprend beaucoup de choses dans certains escape games. Ouais. Et même des escape games éducatifs, je crois, à la Cité des Sciences, sur la peau, on apprend un peu comment fonctionne le corps humain, etc. Et c'est à moitié scientifique et à moitié ludique. D'accord, oui. Alors, et donc, du coup, des escape games comme Virtual Room, on peut faire des choses éventuellement historiques où vous pouvez costumer les avatars, c'est ça? On en a parlé, on part voir les pyramides, qui est quelque chose qui est quand même Tout à fait. Déguisé en égyptien. En pharaon. En pharaon, oui. Exactement. Oui, c'est le cas. On peut vous faire voyager et retrouver différentes époques. Pour l'instant, on est vraiment axé sur le côté ludique et le côté loisir, mais demain, peut-être qu'on aura des demandes de plus en plus sur le côté éducatif. Alors, on parlait donc de votre nouveau programme Time Travel chapitre 2. En deux mots et sans spoiler, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la thématique et puis Alors vous êtes encore chez Virtual Room, vous avez votre casque de réalité virtuelle et vous vous retrouvez à devoir sauver le monde, tout simplement, avec vos collègues, avec votre équipe, et vous allez devoir traverser différentes époques de temps. Donc on en parlait tout à l'heure, et ça peut être le western, ça peut être pirates sous les mers, ce genre de choses. Et vous avez donc du coup un but, c'est que dans chaque époque de temps, vous avez des petites énigmes à résoudre, des choses qui vont faire appel à la communication, à l'adresse, la dextérité. Il peut y avoir une petite phase aussi d'action, ce genre de choses. Donc sans spoiler, on peut se dire que c'est un jeu qui est assez complet, qui dure à peu près 1 heure sur place, et on ne les voit pas passer. C'est-à-dire qu'on est dans le casque immergé, et après quand on retire le casque, on se retrouve dans notre salle, dans une salle complètement noire, voilà, avec les capteurs, etc. Donc c'est très dépaysant. D'accord. Et vous pratiquez vos propres jeux de temps en temps pour les tester un petit peu. Enfin, vous les connaissez. Il y a toujours une phase de test. On développe le jeu à peu près pendant 1 an. Il y a toujours le dernier mois des tests qui sont organisés tous les jours avec des gens différents pour essayer de trouver justement si le niveau est bien adapté, etc. Donc on refait ces jeux assez régulièrement. On les connaît par cœur. Hein. On va pas Voilà, se non, mais mentir. c'est à titre de test. Voilà, parce c'est que juste pour j'imagine que vous apportez des améliorations Tout à fait. de temps en temps. On peut améliorer le au jeu et livrer une nouvelle version pour que dans les Virtual Rooms, vous puissiez avoir la dernière version à jour. Et tout à l'heure, on en parlait des langues. Pour Virtual Room, étant donné qu'il y a un contenu virtuel, on a mis une bande sonore, des voix off, ce genre de choses. Donc on améliore le scénario et l'immersion grâce à ça. Et la voix off a été traduite dans différentes langues. Et étant donné qu'on est déjà à Singapour, on est en mandarin. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est intéressant à dire. Pour nos téléspectateurs qui voudraient y aller en famille avec une partie de leur famille qui viendrait de Chine, on peut éventuellement donc en mandarin. Exactement. Quand on arrive sur à vos place, qu'on a réservé donc en ligne, comme on le disait tout à l'heure. On précise à la réservation en ligne, on le précise Pas forcément, en arrivant. non. En arrivant directement, on dit voilà, on souhaiterait avoir le jeu en mandarin, en anglais, en français, peu importe la langue. On a 7-8 langues comme ça qui ont été traduites. D'accord, super. Donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Alors on arrive au terme de l'émission. Donc on va rappeler déjà le site internet de Virtual Room. Je vous laisse le rappeler, c'est virtual-room.fr. Virtual-room.com. .com. Ouais, vous tapez Virtual Room, vous allez trouver rapidement pour Paris, c'est assez facile. Très bien. Voilà. Et donc, donc en France, les salles, c'est Paris,
J'avais la liste quelque part. Vous avez Parce des que- grandes villes, Bordeaux, Nantes, Nancy, Marseille, Lille. Voilà, vous avez toute la liste sur le site virtualroom.com D'accord, donc une quinzaine de villes en France et Tout ça. également à l'étranger. et dans le monde. Et vous, Edine Djari, donc on vous retrouve tous les dimanches Tous les matins dimanches matin de 9h à 10h. dans la vie de sortie sur Beurre FM. Exact. Et puis vous continuez à tester Tous les jours. tous les jours, vous y êtes. On essaie d'y aller 2 fois par semaine. Bon, c'est déjà pas mal, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup alors. Il y en a énormément. Ok, donc on peut vous retrouver le dimanche matin sur Beurre FM. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Restez sur notre chaîne pour la suite des programmes. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.